Ceci est une œuvre de fiction, créative, à des fins de divertissement. Toute ressemblance avec des événements ou des personnes réelles est pure coïncidence. Le Richard J. Daley Center se moque de savoir qui vous êtes. Le bâtiment se dresse simplement sur Washington Street, tout en béton brutaliste et en verre froid, indifférent aux gens qui entrent et sortent avec leurs mallettes et leurs griefs. J'ai roulé devant des centaines de fois au fil des ans. Je n'aurais jamais pensé y entrer un jour en portant une veste Dickie et des chaussures de sécurité. Je suis arrivé en avance, j'ai trouvé une place de parking sur Dearborn, j'ai mis des pièces dans le parc-mètre et j'ai marché les 2 pâtés de maison dans le froid de novembre. Le hall sentait la cire pour le sol et le vieux papier. La sécurité ne m'a pas accordé un deuxième regard, juste la ceinture, les chaussures dans le scanner, et un signe de tête. Salle d'audience 174, 17e étage. Je l'ai trouvé sans demander à personne. Quand j'ai poussé la porte, j'ai compté environ 8 personnes dans la pièce. Gianna était déjà assise à sa table sur le côté gauche, à côté de Sean Bradley. Bradley était tout ce que l'on peut attendre d'un avocat spécialisé dans les divorces de la Salle Street. Costume bleu marine, poignet mousquetaire, des cheveux dont la coupe semblait coûter plus cher que ma facture de téléphone mensuelle. Il était penché en train de parler à Gianna, une main sur la table, la posture détendue et pleine d'assurance. Elle m'a vu la première. Son expression n'a pas beaucoup changé, mais son menton s'est légèrement relevé. Ce mouvement particulier, j'avais appris à le décrypter au cours de nos 7 années de mariage. Bradley s'est tourné pour regarder dans la même direction qu'elle. Il a ri. Pas un ricanement. Un vrai rire, court et sec, qui ne s'adressait à personne en particulier, mais assez fort pour remplir l'espace entre les 2 tables. Il s'est penché de nouveau vers Gianna et a dit quelque chose à voix basse. Elle a couvert sa bouche avec 2 doigts. J'ai marché vers la table du côté droit, j'ai tiré la chaise et je me suis assis. Je ne les ai plus regardés. Mon avocate, Nora Free, est arrivée 3 minutes plus tard. Elle a posé son sac, a ouvert son dossier et m'a fait un petit signe de tête sans rien dire. Nous avions déjà discuté de tout ce qui importait. Il n'y avait plus rien à dire. Bradley s'est levé. Maître, a-t-il dit, de la façon dont les gens prononcent les mots quand ils veulent vous faire sentir la distance qui vous sépare. Nora n'a pas levé les yeux de son dossier. Sean, l'huissier, a réclamé le silence dans la salle. À 9h02, le juge Arnold Lawson est entré par la porte latérale. Fin de la soixantaine, grisonnant sur les tempes, le genre de visage qui a cessé d'être surpris par quoi que ce soit dans un tribunal. Il s'est assis, a ajusté ses lunettes et a ouvert le dossier devant lui. Il a lu un instant, puis a levé les yeux. Jacob Hurst. Oui, votre honneur. Il m'a regardé de la manière dont les juges regardent les gens sur lesquels ils ne se sont pas encore fait d'opinion. Puis il est retourné au dossier, a tourné une page, puis une autre. Il s'est arrêté. Il a attrapé le téléphone sur le côté de son bureau, a appuyé sur un bouton et a parlé doucement à la personne à l'autre bout du fil. 30 secondes, peut-être 40. Il a reposé le téléphone et a regardé les 2 tables sans aucune expression. Nous allons faire une pause de 5 minutes avant de poursuivre. Bradley a froncé les sourcils. Votre honneur, s'il y a un problème d'emploi du temps. 5 minutes, maître Bradley. La porte latérale s'est ouverte. 2 hommes en costume sont entrés. Ce n'était ni du personnel du tribunal, ni des adjoints du shérif. Ils portaient en eux cette immobilité spécifique qui accompagne les accréditations fédérales. L'un d'eux tenait une enveloppe Kraft. Ils se sont placés contre le mur à droite du bureau du juge et n'ont rien dit. Bradley s'est tourné pour les regarder. Il s'est retourné pour me regarder. Je fixais le mur droit devant moi. Derrière moi, j'ai entendu Gianna bouger sur sa chaise. L'atmosphère de la pièce avait changé. Pas d'une manière que l'on puisse pointer du doigt exactement. Les mêmes lumières fluorescentes, la même moquette usée, la même odeur de vieux papier, mais tous ceux qui s'y trouvaient ont compris, sans qu'on le leur dise, que peu importe ce qu'était cette procédure 60 secondes plus tôt, c'était devenu quelque chose de différent maintenant. Le juge Lawson a croisé les mains sur son bureau et a attendu. J'ai gardé les yeux fixés devant moi et j'ai laissé le silence faire ce qu'il fait quand il n'y a plus rien derrière quoi se cacher. J'ai rencontré Gianna McFarland lors d'un barbecue à Bridgeport, un ami commun, rien d'arrangé. Elle se tenait près de la clôture du fond avec une assiette en carton et une canette de soda, et elle a ri à quelque chose que quelqu'un a dit.
Un rire franc, sans filtre. C'est la première chose que j'ai remarquée. Elle louait une chambre à l'époque et travaillait à la réception d'une agence de gestion immobilière dans les quartiers nord. Rien de très glamour. Elle prenait le bus pour aller travailler, préparait son déjeuner la plupart du temps, appelait sa mère tous les dimanches. Nous sommes sortis ensemble pendant 14 mois avant que je ne la demande en mariage. Nous nous sommes mariés dans une petite salle à Lincoln Square. 62 personnes, une nourriture correcte. Son cousin a chanté de manière un peu fausse et tout le monde a fait semblant de ne rien remarquer. Les premières années, notre mariage était solide. Pas parfait, rien ne l'est, mais honnête. Nous nous disputions parfois pour des questions d'argent, pour savoir à qui le tour de gérer le propriétaire, pour ces petites choses qui semblent énormes quand on est fatigué. Des frictions normales. Elle travaillait. Je travaillais. Nous construisions quelque chose ensemble, pièce par pièce. À cette époque, cela faisait 9 ans que je faisais de l'installation de télécommunications. Surtout des contrats commerciaux, des immeubles de bureaux, des installations médicales, des mises à niveau d'infrastructures pour des entreprises de toute la zone métropolitaine. Ce travail vous emmène dans des endroits que la plupart des gens ne voient jamais. Salle de serveur, couloir de service, étage technique des gratte-ciel. Vous apprenez comment les bâtiments fonctionnent réellement, et non comment ils se présentent. C'est physique, technique, et ça paie bien quand on sait ce qu'on fait. J'avais été promu installateur principal et je gagnais près de $28 de l'heure avec les heures supplémentaires. Gianna a fait un mouvement latéral vers une société de services financiers sur la Salle Street vers notre 3e année. Un poste opérationnel de premier échelon, principalement de la saisie de données et du traitement de documents. Le travail en lui-même n'était pas très important. L'environnement, si. Elle a commencé à s'habiller différemment. Ce fut la première chose. Rien de dramatique, mais c'était délibéré. Elle rentrait à la maison en parlant des gens du bureau de la même manière qu'on parle des personnages d'une série qu'on vient de découvrir, les cadres supérieurs, les réunions avec les clients près desquels elle s'asseyait parfois. La façon dont les affaires se trament dans ce bâtiment. Elle ne faisait encore partie de rien de tout cela, mais elle observait attentivement. À la 4e année, les remarques ont commencé, de petites remarques au début. Elle a mentionné un jour qu'un collègue avait une voiture qu'elle avait montrée avec admiration, puis elle a regardé ma Ford Focus avec un regard qu'elle n'a même pas pris la peine de dissimuler. Une autre fois, lors d'un dîner avec ses amis du travail, elle a ri à une blague que j'ai faite, puis s'est immédiatement justifiée auprès de la table. Il essaie d'être drôle, comme s'ils n'auraient pas pu le comprendre par eux-mêmes. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête. À la 5e année, elle avait été promue 2 fois. Elle assistait à des événements clients, voyageait de temps en temps pour l'entreprise et dépensait de l'argent à un rythme qui ne correspondait pas à ce que je savais de son salaire. De nouveaux vêtements, des rendez-vous réguliers au salon de beauté, un abonnement à une salle de sport sur Michigan Avenue qui coûtait plus cher par mois que l'assurance de mon pick-up. Quand j'ai abordé le sujet, elle a dit qu'elle devait maintenir une certaine apparence pour son travail. Cette conversation s'est terminée sans résolution, ce que j'ai également noté. La distance entre nous n'a pas été explosive. Elle s'est installée comme la rouille s'installe. Lente, constante, invisible jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Elle a commencé à rentrer plus tard. Elle a cessé de me poser des questions sur ma journée d'une manière qui suggérait qu'elle voulait une vraie réponse. Quand nous étions dans la même pièce, elle regardait généralement son téléphone. Quand nous sortions ensemble, ce qui devenait plus rare, je la voyais scruter la salle, évaluer, comparer. Je ne suis pas un homme qui court après les explications. J'ai observé, j'ai catalogué, et j'ai attendu de comprendre ce que j'étais réellement en train de regarder. À la 6e année, j'ai compris que ce n'était pas une mauvaise passe. Ce n'était pas le stress du travail ou une phase qui allait passer. Elle avait recalibré la personne qu'elle voulait être, et cette version n'incluait pas un installateur de télécommunications des quartiers sud qui conduisait une Focus de 10 ans et apportait son propre déjeuner sur les chantiers. Je n'étais pas un échec à ses yeux. Je n'étais tout simplement plus l'accessoire adéquat pour l'image qu'elle se construisait. Je ne l'ai pas confrontée à ce sujet. Pas à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai commencé à prêter attention d'une manière différente. Gianna a commencé à travailler tard avec plus de régularité vers le 3e mois de la 6e année. Pas tous les soirs, mais assez pour que cela cesse d'être une exception et devienne une habitude. Ses textos étaient toujours brefs, je serai en retard, je termine,
rien qui n'invite à une réponse. Je n'ai pas insisté. À ce stade, je savais déjà que lui poser des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre ne produirait qu'une version de la vérité qu'elle avait préparée à l'avance. Ce qui a fait avancer les choses était finalement très banal. Lorsque Gianna avait rejoint la firme sur la salle, elle avait été ajoutée comme utilisatrice autorisée sur une carte de crédit à mon nom, un vestige de l'époque où elle était entre deux emplois et avait besoin d'une carte avec un plafond garanti. Ni elle ni moi n'avions jamais pris le temps de l'annuler. Les relevés papier continuaient d'arriver à la maison à mon nom, avec ses transactions listées en dessous. Elle avait cessé de prêter attention à ce détail. J'ai commencé à éplucher les relevés avec soin, sans chercher rien de précis, en les lisant juste comme on lit quelque chose quand on décide enfin d'y prêter une réelle attention. Des hôtels sur la Gold Coast, des dîners dans des restaurants dont elle ne m'avait jamais parlé, un paiement dans un spa de River North un samedi, alors qu'elle m'avait dit passer la journée à aider un collègue à déménager. Les montants n'étaient pas exorbitants, mais le schéma était clair. Elle avait une double vie avec un budget qui y était rattaché. Et une partie de ce budget passait par une carte qu'elle avait oublié être toujours liée à moi. J'ai photographié chaque relevé remontant à 8 mois et je n'ai rien dit. La conversation du dîner a eu lieu un mercredi. Elle a abordé le sujet d'elle-même, spontanément, pendant que nous mangions, les yeux fixés sur la table, la voix mesurée. Elle a dit qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle avait changé et que le mariage n'avait pas évolué avec elle, qu'elle se devait d'être honnête à ce sujet. J'ai posé ma fourchette et je l'ai regardée. Elle a continué à parler. Épanouissement personnel, ambition, ne pas vouloir gaspiller ses années. Rien de tout cela ne reposait sur du concret. J'ai dit, d'accord. Elle s'attendait à plus. Ce n'est pas venu. Après un moment, elle a pris son assiette et l'a portée à l'évier. Ce soir-là, j'ai appelé mon frère aîné, Joseph, et je lui ai demandé le nom de l'avocat qu'il avait utilisé pour un litige de succession quelques années auparavant. Il m'a envoyé le contact, Nora Free, cabinet dans le Lot. Je l'ai rencontré le lundi suivant avant mon premier chantier de la journée. J'ai posé les photos des relevés sur la table, je lui ai expliqué les dates et les incohérences, et je lui ai dit ce que je savais du rôle de Gianna dans l'entreprise, rapport de notes de frais, accès à la carte bancaire de l'entreprise, remboursement de fournisseurs. Nora a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle m'a posé quelques questions directes sur l'étendue de l'accès financier de Gianna au travail. Puis elle a dit quelque chose qui a recadré toute la situation. Elle m'a expliqué que dans une procédure de divorce, les deux parties sont tenues de fournir une transparence financière totale. Cela impliquait des assignations à comparaître, des demandes de documents et l'accès à des registres que les gens remettent rarement de leur plein gré. Elle a ajouté que, compte tenu de ce que j'avais décrit concernant le poste de Gianna et les habitudes de dépenses que j'avais documentées, il serait judicieux de faire appel à un expert comptable judiciaire lors de la phase de communication des pièces. Quelqu'un qui saurait quoi chercher lorsque des dépenses personnelles et des remboursements d'entreprise coexistent dans le même environnement. Elle avait quelqu'un en tête, un homme nommé Albert Innes, ancien auditeur travaillant désormais en indépendant sur des affaires exactement comme celle-ci. J'ai demandé ce que cela signifierait si une irrégularité était découverte. Nora m'a répondu que cela dépendrait de ce que les documents montreraient, mais elle me l'a dit sans détour, si Gianna avait fait passer des dépenses personnelles sur des comptes d'entreprise, ce n'était plus un problème de divorce. C'était une catégorie de problèmes totalement différente. J'ai conduit jusqu'à mon chantier à River North, j'ai garé mon pick-up et je suis resté assis 1 minute avant de descendre. Gianna pensait que c'était elle qui avait un coup d'avance. Gianna a reçu son assignation un jeudi matin. J'avais organisé cela délibérément, un huissier de justice dans l'immeuble de ses bureaux sur la salle juste après 9 heures, pas à la maison, pas pendant un week-end, au travail, dans le hall, devant le bureau de la sécurité. Nora m'avait conseillé qu'il était dans mon droit de choisir le lieu, et je l'avais choisi sans hésitation. Elle m'a appelé 4 fois avant midi. J'ai laissé chaque appel basculer sur la messagerie vocale. Le premier message était contrôlé, me demandant de la rappeler, disant que nous devions parler. Le deuxième était moins contrôlé. Au troisième, la contenance qu'elle avait mis des années à se forger dans cet environnement de bureau avait commencé à se fissurer. Elle disait que j'étais théâtrale, que je faisais toute une histoire pour rien, qu'elle venait juste de me dire qu'elle était malheureuse et que j'en avais fait une affaire d'État. Cette dernière expression, ai-je noté, était plus exacte qu'elle ne le pensait. Elle a engagé Sean Bradley dans la semaine. Je connaissais ce nom. Il avait une présence visible dans les cercles juridiques de Chicago.
Le genre d'avocat dont la réputation reposait sur le fait de faire en sorte que la partie adverse se sente dépassée avant même le premier dépôt de dossier. Nora m'a dit de ne pas m'inquiéter. Je ne l'étais pas. Ce que ni Gianna ni Bradley n'avaient anticipé, c'était l'ampleur de la demande de divulgation financière que Nora avait soumise dans le cadre de la procédure. C'était exhaustif, compte personnel, tout compte dans lequel elle détenait des intérêts, et tous les registres financiers liés à l'emploi et pertinents pour le calcul des revenus et des actifs. Une procédure standard dans un divorce, mais approfondie. Bradley a contesté certaines parties. Le tribunal a fait droit à la demande dans son intégralité. Albert Haynes s'est mis au travail. Il était méthodique d'une manière qui me rappelait un bon travail d'installation. Pas de raccourcis, pas de suppositions, chaque connexion vérifiée avant de passer à la suivante. Il a passé 2 semaines à éplucher les registres obtenus par la procédure. Relevés de cartes d'entreprise, journaux de remboursement de fournisseurs, notes de frais soumises sous l'identifiant de Gianna sur les 3 dernières années. Il m'a appelé un mardi soir et m'a demandé si j'avais le temps de le rencontrer le lendemain matin. Sa voix était posée, mais il y avait un poids derrière qui n'était pas là auparavant. Nous nous sommes retrouvés dans un café sur Wacker. Il a posé un dossier sur la table et m'a expliqué le tout sans faire de commentaires subjectifs. Les chiffres racontaient l'histoire d'eux-mêmes. Gianna soumettait des dépenses personnelles comme remboursement d'entreprise depuis au moins 2 ans et demi. Des séjours à l'hôtel, des dîners, des voyages qui n'avaient aucun but professionnel correspondant. Individuellement, les montants étaient suffisamment petits pour éviter de déclencher des alertes automatiques, mais de manière cumulée sur 31 mois, le total était significatif. Elle avait également enregistré un fournisseur dans le système qui, lorsqu'Albert en a retracé l'enregistrement, menait à une SARL déposée sous un nom que ni lui ni moi ne reconnaissions, avec une adresse officielle qui s'est avérée être une boutique UPS à Wicker Park. Elle avait facturé à son entreprise des services d'une société qui n'existait pas fonctionnellement. Albert a dit que ce qui le regardait n'était pas un problème de divorce. Il l'a dit clairement et sans drame. De la manière dont les comptables annoncent les mauvaises nouvelles. Il s'agissait d'une fraude électronique potentielle. Et, selon que certaines transactions dépassaient certains seuils, cela pourrait impliquer des lois fédérales. Il m'a demandé si je voulais qu'il transmette le dossier à quelqu'un ayant l'autorité appropriée pour agir. Je lui ai demandé s'il pensait que c'était la bonne décision. Il m'a répondu que ce n'était pas à lui d'en décider, mais il a ajouté que la documentation était limpide, le schéma était clair, et quiconque examinerait ces documents arriverait à la même conclusion que lui. J'ai réfléchi à cela pendant un instant. Puis je lui ai dit oui. Nora a effectué le signalement via les canaux appropriés la semaine suivante. Ce n'était ni une plainte, ni une accusation, mais la divulgation de découvertes issues d'un processus légal d'enquête financière ordonné par un tribunal. Le genre de choses qui atterrit sur le bon bureau et qui est examiné par des personnes dont c'est exactement le travail. Je suis retourné travailler. Une rénovation commerciale dans le South Loop. 3 jours à tirer des câbles dans un bâtiment qui n'avait pas été modernisé depuis les années 90. Du travail manuel, du béton et des conduits. Rien qui n'oblige à penser à Gianna MC Farland ou à Sean Bradley ou à ceux qui circulaient maintenant dans des canaux dont aucun d'eux ne soupçonnait l'existence. Elle m'a envoyé un dernier message cette semaine-là. Il disait qu'elle pensait que nous pouvions encore régler cela comme des adultes, qu'il n'y avait aucune raison que les choses tournent mal. Je l'ai lu une fois et j'ai remis le téléphone dans ma poche. Les semaines qui ont séparé le signalement de la date de l'audience ont eu une atmosphère très spécifique. En surface, tout semblait identique. J'allais au travail, je rentrais, je mangeais, je dormais. Gianna était encore dans la maison pendant une partie de cette période, ce qui créait son propre genre de tension. Nous tournions l'un autour de l'autre comme des gens partageant une salle d'attente. Assez polis pour éviter la confrontation, assez distants pour qu'il n'y ait plus rien à faire semblant. Elle avait engagé Bradley et suivait clairement ses conseils, communication directe minimale, tout passait par les avocats. Cela m'allait très bien. Moins elle parlait, moins elle risquait de faire de mauvais calculs. Bradley a déposé une réponse à la demande de divorce qui était agressive selon les normes habituelles, contestation du partage des biens, remise en question de l'évaluation de certaines propriétés, pointant l'évolution de mes revenus comme sujet de discorde. Il montait un dossier. Conçu pour maximiser sa part et minimiser la mienne. Un cas d'école. Nora a tout examiné, a pris des notes et m'a dit que rien de tout cela n'était inattendu. Ce que Bradley ne savait pas,
et ce que Gianna ne lui avait apparemment pas dit, ou peut-être pas totalement compris elle-même, c'était que la procédure de divulgation financière avait déjà produit quelque chose qui dépassait largement le cadre d'un divorce. Le signalement que Nora avait fait se trouvait entre les mains de personnes qui travaillaient selon un calendrier différent de celui des tribunaux aux affaires familiales. Ils n'agissaient pas vite, ils agissaient en profondeur. J'ai appris par Nora, environ 3 semaines avant la date de l'audience, que le signalement avait été reçu et était en cours d'examen actif. Elle me l'a dit dans son bureau, avec le même ton neutre qu'elle utilisait pour tout. Elle a dit que je devais m'attendre à ce qu'au moment où nous comparaîtrions au tribunal, il y ait une possibilité, pas une certitude, mais une réelle possibilité qu'il y ait des parties supplémentaires ayant un intérêt dans la procédure. J'ai demandé à quoi cela ressemblerait concrètement. Elle a répondu que cela ne ressemblerait à rien. Jusqu'à ce que ce soit le cas. Je suis rentré chez moi en pensant à ça, à Gianna assise en face de Bradley dans une salle de conférence sur la salle, passant en revue sa stratégie, convaincue de comprendre l'échiquier sur lequel elle jouait. Elle avait passé des années à apprendre comment cet environnement fonctionnait, comment l'argent circulait, comment les apparences étaient gérées, comment des personnes ayant la bonne posture et le bon avocat pouvaient sortir d'une pièce en ayant pris plus qu'ils n'avaient apporté. Elle n'avait jamais envisagé que quelqu'un avait été attentif tout ce temps. 2 semaines avant l'audience, elle a déménagé. Sans annonce. Je suis rentré d'un chantier à Evanston et la moitié du placard était vide, quelques cartons avaient disparu de la 2e chambre, l'Audi n'était plus dans l'allée. Elle a envoyé un texto disant qu'elle logeait chez une amie et qu'elle me contacterait via le cabinet de Bradley. Je l'ai lu debout dans la cuisine, toujours dans ma veste de travail. J'ai commandé à manger, j'ai regardé la télévision pendant environ 40 minutes et je suis allé me coucher. La veille de l'audience, Nora m'a appelé pour passer en revue le déroulement des événements. Elle m'a dit d'arriver en avance, de m'habiller de façon pratique, de ne rien dire à moins que le juge ne s'adresse directement à moi, et de la laisser gérer Bradley. Elle avait déjà eu affaire à lui et l'a décrit comme quelqu'un qui donnait le meilleur de lui-même lorsque son adversaire entrait dans son jeu théâtral. Elle n'avait pas l'intention de lui donner de la matière pour jouer. Je lui ai demandé directement, est-ce qu'on va s'en sortir? Elle a répondu que le dossier que nous avions monté était aussi solide et propre que tout ce qu'elle avait jamais apporté dans ce tribunal. Elle a ajouté qu'Albert Innes serait joignable par téléphone si le juge avait besoin de clarification sur les conclusions financières. Et elle a précisé que quoi qu'il arrive avec l'autre affaire, le signalement, ce n'était désormais plus entre nos mains. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai préparé mes vêtements pour le lendemain matin, la même veste Dickie que je portais sur la plupart des chantiers. Un pantalon de travail sombre, des chaussures de sécurité que j'avais nettoyées la semaine précédente. Rien de repassé, rien d'acheté pour l'occasion. J'y avais brièvement réfléchi, à savoir si je devais m'habiller différemment pour le tribunal. J'ai décidé que non. Je n'allais pas faire de représentation pour Sean Bradley ni pour personne d'autre dans cette salle. Ce que j'étais, c'était ce que j'avais toujours été, un homme des quartiers sud qui se présente et fait le travail. J'ai préparé du café, vérifié mon sac une dernière fois, documents en ordre, téléphone chargé, clé sur le comptoir, et je me suis endormi à 22h30. Quoi qu'il dût se passer dans cette salle d'audience, c'était déjà en mouvement. Ça l'était depuis des mois. Chaque journal, chaque relevé, chaque date que j'avais notée dans un carnet est remis à Nora. Tout cela reposait dans un dossier à mon nom, attendant qu'un juge le demande. Bradley avait ri en voyant des cas comme le mien franchir cette porte auparavant. Demain, il verrait ce qui arrive quand les gens silencieux ont fait leur devoir. Le juge Lawson a regardé les 2 tables pendant un moment, sans expression. Puis il a pris la parole. Maître Bradley, je vais vous demander de conserver votre position quelques minutes pendant que j'examine un élément qui a été porté à mon attention ce matin. Bradley s'est redressé sur sa chaise. Votre honneur, s'il s'agit d'une question de procédure. Il y en a une. J'y viens. Les 2 hommes qui étaient entrés et s'étaient placés le long du mur n'avaient pas bougé. Ce n'étaient pas des adjoints du shérif. Leurs accréditations étaient fédérales, et leur façon de se tenir le rendait évident sans qu'aucun de nous n'ait besoin de demander. L'un d'eux avait déjà échangé un bref mot avec l'huissier à leur arrivée. L'autre tenait l'enveloppe Kraft le long du corps et observait la salle. Gianna s'était tournée sur sa chaise pour les regarder quand ils étaient entrés. Elle ne s'était pas complètement retournée. Bradley s'est penché vers elle et lui a dit quelque chose à voix basse. Elle a répondu sans détacher ses yeux des hommes contre le mur. Quoi qu'elle lui ait répondu, cela l'a fait taire.
Lawson a passé environ 4 minutes à lire. La salle d'audience conservait ce silence propre aux tribunaux quand tout le monde comprend que parler serait une erreur. J'ai gardé les yeux fixés devant moi. Nora avait les mains à plat sur la table devant elle, détendue. Le juge a posé les papiers et a retiré ses lunettes. Il apparaît qu'en plus de la requête en divorce soumise à cette cour, il y a une affaire d'enquête financière impliquant l'une des parties qui est actuellement en cours d'examen par les autorités fédérales. Il l'a dit comme on lirait un bulletin météo. Factuel, sans emphase. Les conclusions de la procédure de divulgation de pièces dans cette affaire ont été transmises par les voies légales appropriées il y a environ 6 semaines. J'ai été informé ce matin que cet examen a fourni des motifs suffisants pour justifier de nouvelles poursuites. Il a regardé Gianna directement. Elle était complètement immobile. Mademoiselle M.C. Farland, je vous recommande de vous entretenir en privé avec votre avocat avant que nous n'allions plus loin aujourd'hui. Bradley était déjà debout. Votre honneur, ma cliente n'a été notifiée d'aucune. Elle en est notifiée en ce moment même, maître. Bradley. L'un des deux hommes s'est avancé et a posé un document sur le bord de la table de la défense. Il ne l'a pas tendu à Gianna. Il l'a posé devant Bradley, qui l'a regardé, a regardé l'homme, puis s'est rassis avec l'immobilité spécifique de quelqu'un qui est en train de recalibrer tout ce qu'il croyait savoir sur les prochaines heures. Gianna a pris le document. Elle a lu le premier paragraphe. Puis elle l'a reposé sur la table et a fixé un point quelque part devant elle qui n'était rien de présent dans la pièce. Les chefs d'accusation évoqués étaient fraude électronique fédérale, détournement de fonds d'entreprise et dépôt de notes de frais frauduleuses sur une période de plus de 2 ans. La SARL enregistrée à l'adresse de la boutique UPS à Wicker Park y était explicitement nommée. Le montant cumulé était clairement indiqué dans le deuxième paragraphe. Ce n'était pas un petit chiffre. Lawson leur a accordé 15 minutes. Bradley a emmené Gianna dans le couloir. Je suis resté assis. Nora s'est versé un petit gobelet d'eau depuis le pichet sur notre table et n'a rien dit. L'un des agents fédéraux est resté dans la salle d'audience. L'autre est sorti. J'ai regardé le mur. J'ai repensé au barbecue à Bridgeport où je l'avais rencontré pour la première fois. L'assiette en carton, le rire franc, la canette de soda, la femme qui prenait le bus pour aller travailler et appelait sa mère le dimanche. Je ne m'y suis pas attardé longtemps. Cette femme-là, est celle dans le couloir qui parlait à son avocat spécialisé dans les divorces pendant qu'un document fédéral reposait sur la table d'un tribunal. Il ne restait plus grand-chose pour les relier. Quand ils sont revenus, la posture de Gianna avait changé. Pas brisée, elle n'en était pas le genre, mais diminuée, comme une structure qui ne s'était pas effondrée, mais qui avait perdu un mur porteur. Bradley s'est adressé au juge. Il a pris acte de l'affaire fédérale, a confirmé que sa cliente coopérerait à l'enquête distincte et a déclaré que, compte tenu des circonstances, ils étaient prêts à discuter d'une position révisée concernant l'accord de divorce. Nora s'est levée. Elle a été concise. La division des biens qu'elle a exposés était simple et bien documentée. Les relevés de cartes de crédit, les données financières de l'enquête, les écarts entre les revenus déclarés de Gianna et ses habitudes de dépenses réelles. Nora a exposé le tout en environ 6 minutes sans jamais élever la voix. Bradley s'est opposé 2 fois. Lawson a rejeté les 2 objections. L'accord a été consigné au dossier avant midi. Gianna a gardé l'audi. J'ai gardé la maison. Les obligations financières conjointes ont été réparties proprement, sans aucune ambiguïté. Elle est repartie avec nettement moins que ce qu'elle espérait en arrivant, et avec une affaire fédérale qui n'avait rien à voir avec le divorce désormais attaché à son nom. Bradley a rassemblé ses dossiers sans me regarder. Gianna s'est levée de sa chaise et, pendant un instant, nous étions tous les deux tournés dans la même direction, regardant vers la sortie. Elle s'est tournée et m'a regardé directement, pas avec de la colère, mais avec quelque chose qui ressemblait plutôt à une prise de conscience. Le genre de prise de conscience à retardement. Celle qui arrive trop tard pour être utile. J'ai soutenu son regard pendant une seconde. Puis j'ai pris mon sac, j'ai fait un signe de tête à Nora et j'ai marché vers la porte. Dehors, l'air de novembre sur Washington Street était du même froid que lorsque je m'étais garé sur Dearborn 2 heures plus tôt. J'ai boutonné ma veste, vérifié le parc-mètre sur mon téléphone et j'ai commencé à marcher vers mon pick-up. J'avais un chantier à Hyde Park à 14 heures. Installation de câbles, au 4e étage d'un centre médical. Rien de compliqué. J'aurais terminé avant 17 heures.
J'ai envoyé un SMS à mon frère Joseph en 3 mots sur le chemin du retour. C'est fait. Merci. Il a répondu par un seul mot. Bien. J'ai rangé le téléphone dans ma poche et j'ai continué à marcher. Jacob est un homme issu d'un milieu modeste qui a construit une vie stable à Chicago. Il a épousé une femme qui, autrefois, n'avait rien, et au fil des ans, l'a vu complètement changer à mesure qu'elle gravissait les échelons dans son environnement professionnel. Elle est devenue plus arrogante, plus distante, dépensant bien au-delà de ce qu'elle montrait, et finissant par trahir son mariage tout en prévoyant de partir avec l'avantage dans le divorce. S'il y a un mot-clé pour l'histoire d'aujourd'hui, c'est la sous-estimation. Gianna a passé des années à se forger une image, croyant que l'apparence et l'environnement définissaient le pouvoir. Son avocat a ri parce qu'il a vu des vêtements simples et en a déduit une faiblesse. Tous deux ont commis la même erreur. Ils ont confondu le style de vie avec la compétence. Jacob n'avait pas besoin de paraître quoi que ce soit. Il avait juste besoin d'être préparé. Et c'est bien de cela que parle vraiment cette histoire. Du danger de juger quelqu'un sur ce qu'il semble être, surtout quand cette personne choisit de garder le silence. Car le silence n'est pas toujours de la passivité. Parfois, c'est le signe que quelqu'un a déjà pris toutes les décisions qu'il devait prendre. Eh bien, c'est ici que notre vidéo s'achève. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce moment passé ici. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire, et de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Prenez soin de vous.